Notre protagoniste meurt en tant qu'employé de bureau et se réveille dans la peau d'Alan Palacio, le troisième fils d'une maison noble minable. La vie devrait être facile jusqu'à ce qu'il se souvienne de ce monde. C'est Psychedelia, le jeu auquel il a joué autrefois, et dans 10 ans, 5 êtres appelés les grands péchés apparaîtront. Quand ils arriveront, est l'avarice, la colère, la paresse, est l'orgueil et est l'obsession, le royaume et le comté de Palacio tomberont. Elan n'a aucun pouvoir spécial, mais il a un avantage. Il connaît l'avenir du jeu. Alors il élabore un plan dangereux. Avant que les grands péchés ne s'éveillent, il les trouvera alors qu'ils sont encore des enfants, les sauvera de leur cruel passé et changera leur destin. 2 mois après avoir pris cette décision, il reçut son chevalier personnel, Yaban, dans son bureau. Yaban l'informe qu'il a réussi à sauver des orphelins et à les placer dans un orphelinat qu'il lui avait indiqué, et parmi eux se trouvait une fille nommée Utia. Alan est ravi d'apprendre cette nouvelle, et cela ne fait que confirmer ses soupçons sur le fait que Yaban est vraiment capable. Yaban est confus, ne sachant pas s'il est complimenté ou non, car c'est difficile à dire avec son visage sans expression. Elan est d'accord avec lui et tente d'esquisser un sourire désespéré, mais cela ne fait qu'empirer son apparence. C'est assez difficile pour lui car son visage d'origine était très expressif, mais il semble que ses émotions n'apparaissent pas sur son visage actuel. Néanmoins, Yaban remercie Elan pour le compliment. Apparemment, la trahison est monnaie courante dans le jeu, mais Yaban est un personnage secondaire rare de haut niveau qui ne trahit pas son maître. Dès que Alan l'a trouvé, il l'a engagé sans hésitation. Yaban demande alors confirmation à Alan que le raid visait à sauver Utia, et il répond oui. Yaban comprend enfin pourquoi Alan s'intéresse à Utia, car même pour lui, qui a été mercenaire pendant de nombreuses années, Utia n'est pas une enfant ordinaire. En gros, elle était plutôt forte, ce qui laissait Yaban se demander pourquoi elle s'était laissée capturer si facilement. Alon demande alors à Yaban pourquoi il n'a pas amené la fille au domaine, puisque ce serait plus simple. Alon félicite Yaban pour son observation. Et bien qu'il semble laisser son pouvoir se perdre, la laisser à l'orphelinat fait partie du plan d'Alan. Utia Bludia est un membre de la grotesque tribu du sang qui tire son pouvoir d'un contrat avec un être indescriptible d'une autre dimension. Utia a ensuite grandi pour devenir le péché de la colère parmi les 5 grands péchés. On lui a donné un titre qui la faisait passer pour un monstre ne méritant que la mort. C'était un monstre qui a causé des centaines de morts, mais si elle parvient à grandir paisiblement, elle ne participera pas à la destruction. Pour Alan, il a réussi à désamorcer la première mine. Et comme il ne peut pas donner la vraie raison, il décide de donner à Yaban une fausse raison pour laquelle il laisse Utia là-bas. Elan invente une raison stupide, et Yaban le croit. Elan mentionne que le moment n'est pas encore venu, et il dit à Yaban de s'assurer que personne d'autre ne sache ce qu'ils font. Il ordonne également à Yaban de fournir tout ce dont l'orphelinat a besoin. Alan donne ensuite une lettre à Yaban, lui disant de la remettre à Utia. Yaban demande si la lettre est importante, et Alan répond que c'est une lettre pour aider Utia à s'installer. Alan pense que la lettre sera parfaite pour la calmer, car elle a subi une dure expérience humaine. Yaban est impressionné que son maître ait même écrit une lettre, et il promet de la livrer en toute sécurité. Même s'il ne sait pas si la lettre calmera Utia, Alan pense qu'il doit d'abord essayer. Apparemment, il a mélangé le vrai message au milieu des politesses qu'il a écrites dans la lettre. C'était quelque chose qu'il avait entendu des dizaines de fois en rejouant au jeu. C'était un message apaisant de l'archevêque qui aide contre le péché de la colère. Cependant, ce message arrivait trop tard dans le jeu, mais Alan pense qu'envoyer le message à Utia plus tôt devrait l'aider à prendre la bonne direction. Alan n'arrive pas à croire qu'il essaie de se lier d'amitié avec un monstre, mais comme il vénère un être d'un autre monde, il pense que ça devrait marcher. Quand Utia reçoit la lettre, elle prend un moment pour la lire. Et à ce moment-là, Yaban peut sentir l'immense pouvoir magique émanant de son corps, ce qui est assez absurde. C'est en gros une enfant étrange, totalement dépourvue d'émotions. Utia demande alors à Yaban si c'est vraiment Alon qui a envoyé la lettre. Et alors que la peur envahit son corps, Yaban répond oui. Utia dégage une aura vraiment terrifiante avant de demander à Yaban pourquoi Alon n'est pas venu lui-même. Yaban n'arrive pas à croire que la fille soit déjà au niveau maximal à son âge, c'est pourquoi son mana peut être visualisé. Yaban dit alors à Utia que Alon a dit que le moment n'était pas encore venu. Après avoir entendu cela, Utia se calme enfin, et c'est aussi grâce au message caché que Alon a mis dans la lettre. Utia sait que c'est quelque chose que seul quelqu'un digne d'être son maître peut connaître. Avec un visage joyeux et une aura écrasante, elle mentionne qu'elle comprend enfin la volonté de son maître. Pendant ce temps, Alan, dans son lit, réfléchit à la manière de s'assurer d'obtenir la prochaine personne sur la liste pour augmenter sa vie apparemment courte. Peu après, Alon est dans la bibliothèque à la recherche d'indices sur le 3e péché quand Yaban se précipite pour lui dire qu'il a réussi à sauver le 2e péché qu'il avait mentionné. Même s'il a l'air complètement épuisé, Alon demande à Yaban s'il a bien traité l'enfant. Yaban l'assure qu'il a fait tout ce qu'il avait demandé après avoir sauvé l'enfant du marché d'esclaves illégal. Soudain, le grand frère minable d'Alon, Tonio, entre dans la pièce et ne perd pas de temps à utiliser Alon comme paillasson. Il exprime son choc que quelqu'un d'aussi terne que Alon ait décidé de lire des livres dans la bibliothèque. Alan reste muet, mais cela énerve Tonio, et il crie sur Alan,
lui disant de répondre quand ses aînés lui parlent. Alan n'arrive pas à croire que l'ancien propriétaire de ce corps ait réussi à survivre aussi longtemps, car Tonio cherche toujours la bagarre. Alan aurait préféré lui tenir tête, mais il sait qu'il ne faut pas. Il baisse rapidement la tête comme un esclave, disant à Tonio qu'il aimerait simplement quitter la bibliothèque puisque son grand frère veut l'utiliser. Tonio se moque de Long, disant qu'il a enfin compris sa place. Soudain, un couteau vole vers eux et manque de peu la tête de Tonio. Il s'avère que le couteau venait directement du fils aîné, Léo. Léo dit qu'il ne veut pas de raffus si tôt le matin. La tension entre les deux monte immédiatement d'un cran alors qu'ils commencent à se menacer de mort. Elon s'éloigne doucement des deux en rampant, car il ne veut rien avoir à faire avec leur querelle. La famille n'était qu'un personnage secondaire qui se faisait éliminer très tôt. Et même s'ils sont une famille puissante, les deux frères minables étaient toujours engagés dans une bataille acharnée pour savoir qui deviendrait le chef de la maison. L'un est connu comme le roi de la chair, tandis que l'autre est le roi de la drogue. En gros, les deux sont les rois de la pègre, et personne qui veut vivre une vie tranquille n'oserait se frotter à eux. Alan réussit à sortir de la pièce en rampant pendant que les deux mettent tout sens dessus-dessous. Alan comprend que la meilleure chose pour lui est de vivre comme un bon à rien incompétent s'il veut vivre longtemps. Alan retourne dans sa chambre et s'allonge sur son canapé pour se reposer. D'un autre côté, Yaban se demande comment une personne d'apparence si incompétente comme Alan est capable de découvrir des expériences humaines. Alan est quelqu'un qui a l'air très fragile, qui ne peut même pas prendre soin de lui-même. Mais pour une raison quelconque, il est au courant d'affaires étrangères secrètes. Néanmoins, il considère Alan comme une personne vraiment singulière. Le dernier enfant qu'il a sauvé est considéré comme très dangereux, avec des pouvoirs capables de mettre fin au monde. En gros, il a été sauvé dans le royaume de Calion où il y avait un marché d'esclaves illégal. Grâce à cela, Alan a pu sauver le deuxième péché, Deus. Après que Deus a été vendu en esclavage, il a été maltraité et passé de main en main sans fin. À cause de cela, il a fini par devenir le péché de la paresse, qui fait partie des 5 grands péchés. Après que Deus a perdu la raison, il a anéanti des royaumes de la manière la plus horrible qu'on puisse imaginer. Même la plupart des joueurs étaient traumatisés par la cruauté avec laquelle Deus éliminait ses ennemis. En raison de sa dangerosité, Alan a dit à Yutia de le traiter avec douceur. Yutia demande alors à Alan si la lettre qu'il a envoyée concerne le deuxième enfant, et Alan le confirme. En plus du message important dans la lettre récente, il y a également ajouté des informations importantes supplémentaires. Alan avait dit à Yutia de prendre soin de l'enfant car il était fragile. Et comme son maître l'avait ordonné, Yutia a fait ce qu'il fallait. Elle s'approche de Deus pour l'aider à sortir de sa situation mentale désespérée tout en lui disant qu'il a été choisi par une grande personne. Yutia a dit à Deus qu'il obtiendrait sa vengeance contre ceux qui lui ont fait du tort s'il servait Elan Whis la plus grande loyauté. Avec l'aide de Yutia, Deus est capable de déchaîner son pouvoir mais aussi de le garder sous contrôle. Elan, de son côté, panique car il ne sait pas où se trouve le troisième boss. Soudain, Yaban entre dans la pièce pour annoncer à Elon que le deuxième fils, Tonio, est mort. Cela choque sincèrement Elon car Tonio ne devrait pas encore être mort. En un rien de temps, des funérailles sont organisées pour Tonio, et même dans la salle, on voit leur père s'amuser avec des filles comme si la mort de son fils ne le dérangeait pas. D'un autre côté, Alan trouve très suspect que Tonio soit mort d'une chute accidentelle, car cela ne s'est pas passé comme ça dans le jeu. Dans le jeu, Léo a lutté avant de pouvoir finalement tuer Tonio. Cependant, les choses sont différentes car Alan peut clairement voir Léo rire devant le cadavre de Tonio. Néanmoins, Alan pense que la seule chose qu'il doit faire est de s'assurer de rassembler les 5 grands péchés. Un an plus tard, tout à la maison semble plus stable que jamais, car il n'y a pas de problème de succession, et Léo a également repris le trafic de drogue de son frère. Pendant cette année, Elon est en quelque sorte devenu le correspondant de Yudia. Il s'envoie toujours des lettres. Et parce que tout va si bien, l'orphelinat continue de recevoir une longue liste de dons. Yaban dit alors à Elon qu'il a trouvé un indice concernant ce qu'il cherche. Elon est ravi d'entendre cela, car cela signifie essentiellement un ancien document sur le troisième boss. Elon est ravi d'avoir enfin trouvé le troisième boss. Pour Elon, c'est une soirée paisible, mais on ne peut pas en dire autant d'un certain site de distribution de drogue. 2 officiers de haut rang sous les ordres de Léo arrivent à l'entrepôt et trouvent des dizaines de leurs membres baignant dans leur propre sang. Ceux qui sont encore en vie commencent à se suicider comme s'ils avaient perdu le contrôle de leur corps. Ils s'enfoncent des couteaux dans la gorge de la manière la plus horrible qui soit. Les 2 officiers ne tardent pas à partager le même sort que leurs homologues. Il s'avère que la personne derrière tout ça est Deus, et il est supervisé par Yutia. Après avoir fini d'éliminer les méchants, Deus demande à Yutia si leurs actions ont un sens, et Yutia l'assure que oui. Yutia demande à Deus s'il a pitié des méchants, mais il répond que non, car ce sont eux qui poussent les gens à consommer des substances. Il est seulement curieux de savoir ce que cela signifie pour leur plan de vengeance. Yutia l'assure alors que cela prépare le terrain pour le retour de leur maître. Et puisqu'il arrive, ils ne peuvent pas permettre que son trône soit en désordre. Deus comprend enfin tout ce que Yudia lui a prêché. Et avant de quitter les lieux, il s'assure que l'entrepôt est complètement détruit. Il laisse un signe de lune bleue sur les lieux de la scène,
se considérant comme la lune bleue qui est la lame d'Alon. Un an plus tard, tout semble se dérouler sans accroc lorsqu'Yaban vient lui annoncer qu'il a également réussi à sauver le 5e enfant. Le 5e a également été envoyé à l'orphelinat, et Elon ne peut contenir sa joie d'avoir réussi à surmonter sa plus grande inquiétude. En raison de son travail acharné, Elon n'hésite pas à offrir à Yaban les meilleures friandises qu'il puisse trouver. Trouver le 3e péché, l'avarice, a été le plus difficile, mais ils ont réussi grâce à ses connaissances de joueurs. Yaban a fait tout son possible pour s'assurer que tout se passe bien à la fin. Alan dit alors à Yaban qu'il est libre de se reposer un moment, car il a beaucoup couru ces derniers temps. Yaban lui demande si la mission de l'orphelinat est terminée, et il répond oui. Yaban est soulagé d'entendre cela, et il demande à Alan s'il n'est pas heureux, car il n'a pas l'air. Mais Alan l'assure qu'il l'est. En fait, il prétend qu'il est en train de sourire, même si son visage dit le contraire. Yaban n'a d'autre choix que de croire ce que Alan a affirmé. Elon est allongé sur le sol, soulagé que tout se passe comme il le souhaite, car les enfants ne sont devenus méchants qu'à cause de leur passé malheureux. Il s'était donné pour mission de tous les sauver, et il ne pensait pas qu'il y parviendrait auparavant. Alan demande alors à Yaban des nouvelles de l'orphelinat, et Yaban lui présente une lettre. Yaban l'assure que tout se déroule sans problème, comme prévu. Apparemment, les enfants étaient initialement comme des poupées cassées, mais ils ont réussi à s'épanouir. Alon est soulagé d'entendre cela, car il n'y aura aucune raison pour eux d'engager des gardiens. Alon est fier de Yutia, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle puisse gérer la pression de s'occuper des enfants. Alon soupçonne que c'est facile pour elle en raison de son histoire personnelle, qui est liée à l'orphelinat. Alon dit alors à Yaban qu'avec tout ce qu'il a vu, Yutia est une bonne enfant. D'après la lettre qu'elle a envoyée, elle assure à Alon qu'il n'a rien à craindre, car tout a été réglé. Alon mentionne à quel point il est fier de voir les enfants grandir correctement. Comme les 5 grandissent très bien, Elan en conclut que l'environnement joue également un rôle énorme. Yaban demande alors à Elan quand il prévoit de rencontrer les enfants, puisqu'il a dit qu'il y aurait un moment pour cela. Au fond de lui, Elan n'a aucune intention de rencontrer les enfants en personne. Il sait que ce serait bien de les rencontrer en personne pour se rapprocher, mais il est terrifié par leur personnalité qu'il a vue en jouant au jeu. Néanmoins, il pense que ça devrait aller puisqu'il les a sauvés avant le réveil. Alon ment alors à Yaban, lui disant qu'il pourrait essayer de rencontrer les enfants plus tard. Maintenant qu'il a réussi le sauvetage, Alon pense que la prochaine chose sur sa liste est d'apprendre quelques techniques d'autodéfense. Puisque la magie requiert du talent, Alon a tout ce qu'il faut pour l'apprendre. Yaban demande alors à Alon s'il a entendu parler de la lune bleue. Elon répond que non, et Yaban explique qu'il s'agit d'un groupe qui a récemment gagné en popularité en traquant les organisations criminelles. Comme cela ressemble à un nettoyage de déchets, Elon ne voit aucune raison pour que ce soit un problème. Comme la lune bleue ne fait pas partie de l'histoire du jeu que Alon connaît, il pense qu'elle disparaîtra en un rien de temps. Yaban lâche alors la bombe, disant que le groupe a tué des nobles, c'est pourquoi il pensait que Alon pourrait les connaître. En entendant cela, Alon dit à Yaban de commencer à dormir dans la chambre voisine de la sienne. Pendant ce temps, la chef de la lune bleue, Yutia, demande à ses membres le rapport de la semaine. Siolan, le péché de l'orgueil, rapporte qu'elle s'est occupée des chefs des marchands d'esclaves. Avant de les éliminer, elle leur avait promis de les laisser vivre s'ils pouvaient deviner la couleur de ses yeux, mais pour des raisons évidentes, ils n'ont pas pu, ce qui l'a finalement conduit à tous les tuer. Le péché de l'avarice, Rin, mentionne alors que tous les corps ont été enterrés proprement. Et pour les expériences illégales, Radan, le péché de l'obsession, s'est occupé de tous. Yutia est heureuse d'entendre cela, car tout semble se dérouler exactement comme elle le souhaite. Elle les félicite tous, disant qu'ils existent tous pour la gloire de la lune bleue. À ce moment-là, Radan mentionne qu'il y a un petit problème. Le chef des Avalons, l'organisation qu'il cible, est dirigée par Léo, le fils aîné du comte. Apparemment, Radan a découvert un document dangereux alors qu'il anéantissait la base des Avalons dans le sud. En gros, Léo prévoit d'éliminer Elan après la mort de leur père. Quand Yutia voit cela, la rage l'envahit. 2 ans plus tard, le comte Palacio, qui était malade, meurt. Le rapport officiel mentionne qu'il est mort d'un arrêt cardiaque, mais étant donné ses antécédents de toxicomanie, il est évident de savoir ce qui l'a tué. Pendant les funérailles, Léo apprend que la lune bleue a encore frappé ses affaires. Elon entend son frère et ses hommes parler de la lune bleue et se rend compte qu'ils ont enfin commencé à prendre l'organisation au sérieux. Rapidement, les funérailles du comte, sans personne pour le pleurer, se sont terminées très discrètement. Après les funérailles, Yaban demande à Elon quel est son prochain plan. Yaban lui rappelle que l'année prochaine, Léo héritera du titre. Étonnamment, Elon dit à Yaban qu'il quitte le domaine. Cela choque Yaban, et Elon mentionne qu'ils vont au sud, dans un village isolé appelé Rodmill. C'est un village isolé dans le territoire sud du comté de Palacio. Sans perdre de temps, Alon et Yaban ont quitté le manoir, et ils profitaient de leur séjour à Rodmill jusqu'à ce qu'ils soient forcés de retourner au manoir seulement 3 jours plus tard. Quelque chose de choquant et de surprenant s'est produit, et c'est la mort du fils aîné, Léo. Elon n'arrive pas à croire qu'il est déjà de retour au domaine en seulement 3 jours.
Elon se demande pourquoi le fils aîné est mort à peine 3 jours après son départ. La cause de sa mort était un coup de lame au cœur. Cependant, la question de savoir qui l'a tué reste sans réponse. Plus tard, Alon demande à Yaban s'il a trouvé quelque chose d'inhabituel, et il répond oui. À ce moment-là, Yaban demande à Alon si c'est lui qui a anéanti Avalon en une nuit. Cette question choque Alon, et il comprend enfin pourquoi les autres nobles et invités présents ont peur de le regarder dans les yeux. Le jour où Alan partait pour Rodmil, Yaban a demandé à Alan pourquoi il n'allait pas dans une ville au lieu d'un village isolé. Au fond de lui, Alan sait que le seul endroit où il peut finaliser son plan est Rodmil, c'est pourquoi il s'y dirige. Puisqu'il a sauvé les 5 grands péchés et empêché la destruction du monde, il pense que Rodmil est le bon choix, car ce lieu n'a aucun lien avec l'histoire originale. De plus, il y a même une villa Palacio là-bas. C'est une maison séparée, construite à l'écart de la résidence familiale principale. C'est en gros l'endroit parfait pour vivre tranquillement en tant que noble. La seule réponse qu'il donne à Yaban est qu'il y a une raison à tout. Yaban en a assez d'entendre ça et dit à Elan qu'il balaie toujours les choses d'un revers de la main. Mais comme il n'arrive pas à trouver les mots, il décide simplement de laisser tomber. Il s'avère que Léo prévoyait déjà de le tuer. Mais comme il part déjà de lui-même, il décide de reporter son plan. Elon s'incline même devant lui comme s'il avait peur avant de partir, et tout cela convainc Léo de le laisser filer. Néanmoins, il décide de dire à son assistant, Allemand, de suivre le carrosse d'Alon. Allemand demande alors à Léo s'il veut tuer Alon en lui demandant de suivre le carrosse. Allemand veut confirmer s'il veut vraiment tuer Alon. Léo est choqué d'entendre cela car Allemand a toujours été celui qui suit n'importe quel ordre sans un mot de plainte. Léo est surpris que Allemand pose des questions. Léo hurle sur Allemand, lui disant que son seul travail est de suivre les ordres, mais Allemand lui enfonce soudainement son épée dans la poitrine. Léo est abasourdi, ce qui le pousse à demander à Allemand pourquoi il l'a trahi. Allemand sourit, disant à Léo qu'il aime jouer à des jeux. Allemand mentionne qu'il a joué le jeu depuis le début, et il s'avère qu'il n'est pas vraiment allemand, mais Radan, le péché de l'obsession. Radan dit à Léo avant de l'achever que personne ne touche à leur maître, la Grande Lune. Il mentionne qu'ils peuvent être restreints dans l'exécution de missions, mais quand il s'agit de la sécurité de leur maître, il n'y a aucune question à se poser. Radan révèle qu'il a intentionnellement attendu qu'ils disent vouloir blesser Elan avant de finalement agir pour l'éliminer. Radan dit qu'il a attendu 2 ans entiers juste pour qu'il fasse un faux pas. Alors qu'il se vide de son sang, Léo dit à Radan qu'il ne pourra pas échapper à ces hommes. Radan répond alors qu'avec ce qu'il vient de dire, il a fait de l'extinction des Avalons son objectif principal. Radan secoue la tête pour Léo, disant que la Grande Lune, Alon, lui avait vraiment donné une chance de vivre, mais il l'a gâché. Comme d'habitude, Elon s'est réveillé par une belle matinée, qu'il considère comme le paradis car il peut se lever quand il veut, manger quand il veut et profiter de sa vie de noble. Elon s'amuse tellement qu'il pense à lancer un commerce de toast. Il est occupé à grignoter de délicieux mais quand Yvon entre dans la pièce pour lui dire qu'il vient de recevoir un message. La nourriture de Lon devient immédiatement amère lorsqu'il lit la lettre et découvre qu'on lui demande de retourner au domaine car son frère vient de mourir. Avec ces quelques mots simples, son soi-disant paradis a pris fin en seulement 3 jours. En deuil, il est retourné au domaine et a remarqué que tout le monde réagissait à sa présence d'une manière très étrange. C'est à ce moment que Yeban lui demande quand il est devenu le cerveau capable de détruire Avalon. Alon finit par comprendre qu'il s'est retrouvé dans une simulation complètement folle. Alon demande alors à Yaban de lui expliquer comment il est devenu un cerveau. Yaban répond simplement qu'il est le seul à avoir à gagner de ce chaos. Yaban poursuit en disant que Léo a été assassiné après leur départ du domaine, ce qui est un alibi parfait pour lui. De plus, cela le promeut finalement au rang d'héritier sans rivaux. Yvon mentionne que depuis la disparition des Avalons, Alon n'aura plus personne pour lui causer des ennuis. Avec tous ces éléments réunis, Yvon dit que Alon est devenu le cerveau du comté. Yvon se vante aussi, disant qu'il est un maître épéiste et qu'il est sous les ordres des Elons. Alon est finalement déconcerté par tout cela, ce qui le pousse à demander à Yvon s'il s'amuse, car il semble danser de joie. Elon s'assoit pour réfléchir à tout ce qui s'est passé. Se creusant la cervelle, il ne pense pas qu'il existe une organisation assez forte pour vaincre Avalon en une seule nuit. Soudain, il se souvient que Yeban lui a dit un jour qu'il existait une organisation qui chasse les autres organisations. Alan pense que les coupables pourraient être la Lune Bleue. Yeban dit alors à Alan qu'avec les informations qu'il a obtenues de la guilde, rien n'indique que la Lune Bleue soit impliquée. En gros, l'organisation de la Lune Bleue ne laisse jamais de corps, mais elle laisse une marque. Les officiels des Avalons, en revanche, ont été tués à l'épée. Alon comprend enfin pourquoi ils l'ont choisi comme cerveau, parce qu'il a un assistant qui manie l'épée. Comme la Lune Bleue n'est pas apparue avant l'histoire principale et que rien n'indique qu'ils soient les coupables, Alon commence à se demander de qui il pourrait s'agir. Plus tard, lors de leurs réunions habituelles, Yutia demande à ses collègues s'il y a eu des traces de leur implication dans ce qui s'est passé, mais il lui assure qu'il n'y en a aucune. La seule chose qu'ils ont laissée derrière eux, ce sont des piles de corps, et ils ont tout fait comme Yutia le voulait. Yutia sourit parce que son plan a si bien fonctionné. Cela a pratiquement mis fin à Avalon, la puissante organisation qui tenait autrefois le royaume des Astéria en otage.
Il n'a fallu que 5 jours à Utia et ses collègues pour anéantir Avalon. Radan dit alors à Utia que le nettoyage n'est pas entièrement terminé. Utia lui demande ce qu'il veut dire par là, et il explique qu'il a trouvé d'autres nobles liés à Avalon. Apparemment, le duché des Altea semble être le principal coupable dans toute cette affaire. Sans réfléchir à deux fois, Utia dit au groupe qu'il leur est demandé d'éliminer discrètement la menace. Utia interroge ensuite ses amis sur la guilde des informations, et il lui assure que la guilde n'a rien qui les relie à cette annihilation. En gros, toutes les autres guildes partagent le même point de vue que la guilde des informations, car elles appellent tout cela un enfer créé par le maître épéiste. Rin demande alors à Utia s'ils doivent maintenir la surveillance, et elle leur dit de le faire. Utia leur dit à quel point il est important que leur maître ne découvre rien de ce qui se passe. Deus mentionne que Léo, le frère d'Alon, a été le premier à le prendre pour cible. Utia dit alors qu'ils ne peuvent pas justifier ce qu'ils ont fait puisqu'ils n'ont pas reçu d'ordre des Alan. Utia leur rappelle qu'ils sont une épée et qu'ils ne sont pas autorisés à penser par eux-mêmes. Utia dit que la lune bleue n'agit que sur ordre, et de plus, elle les avertit que leur maître sait tout. Avec cela à l'esprit, elle les exhorte à toujours être à la hauteur des normes fixées par leur maître et à ne jamais le décevoir. Deus est surpris que Utia, qui est d'une puissance écrasante, ait peur que Alon découvre leurs exploits. Néanmoins, Deus ne peut pas contester car tout ce qu'ils font est pour Alon. Un mois plus tard, Alon se retrouve coincé avec plusieurs corvées. Ce n'est pas le genre de vie qu'il avait envisagé pour lui-même, mais la vie qu'il a choisie. À cause de la mort de Léo, Alon cesse d'attirer une bonne dose de ressentiment. Étonnamment, la mort de Léo n'est pas censée se produire avant 6 ans. À cause de la mort soudaine de toute la famille, tout le travail est retombé sur Aelin. Pour ne rien arranger, tout le monde travaille d'arrache-pied et livre ses projets juste à temps. Elon se souvient que sous le règne de son père, ils travaillaient tous comme des forcenés. À son insu, les serviteurs et les travailleurs s'efforcent tous de ne pas s'attirer ces foudres et finir dans un fossé quelque part. Elon aimerait que les serviteurs règlent simplement les choses eux-mêmes sans l'impliquer. Plus tard, Yiban félicite Alon d'avoir atteint le 2e niveau de sa pratique magique en l'espace de 2 ans. Yiban dit à Alon qu'il possède un talent incroyable, car il faut généralement environ 4 ans d'entraînement pour atteindre le 2e niveau. Pour éviter de se disputer avec Yiban, Alon admet qu'il est doué pour la magie. En gros, Alon mettait tout ce qu'il savait dans la défense magique parce qu'il était nerveux. La technique qu'il apprend également requiert beaucoup de contrôle magique, mais Alon ne se voit pas devenir bon à ça. Au début, Elon était enthousiaste car il pensait qu'une fois le plan terminé, il n'y aurait plus de danger. Avec ça, il pourrait étudier seul sans stress. Cependant, avec le récent besoin de sécurité, Elon a réalisé que son réservoir de mana est vraiment petit. En gros, le réservoir de mana avec lequel on est comme le physique d'un athlète, c'est fixé dès la naissance. Et en ce qui concerne le réservoir de mana des Alan, il est assez petit. Il est trop petit, car même son entraînement ne peut pas compenser. Alan réfléchit à sa vie stressante quand Yeban l'informe qu'une invitation à un bal vient d'arriver. Alan est surpris d'avoir été invité à un bal, mais il n'a d'autre choix que d'y assister. En entrant dans la salle, Alan se plaint d'être déjà fatigué. La fête est un bal régulier pour le réseautage entre nobles, qui se tient dans la région sud du royaume des Astéria. Alon pense aussi à nouer des liens lors du bal, puisqu'il sera bientôt le comte. Alon se dit qu'avoir de bonnes relations avec d'autres nobles pourrait assurer sa sécurité à l'avenir. Alon passe à l'action, mais tous les nobles commencent à l'éviter comme s'il était une sorte de maladie. Yibin le réconforte, lui disant de ne pas être contrarié, mais Alon ne laisse même pas. Alon s'attendait déjà à ce que quelque chose comme ça se produise. Alon dit à Yibin qu'il doit s'excuser. Alon se dirige vers la table des boissons tout en réfléchissant à son prochain coup, même s'il est évité pour être le mouton noir. Elon est prêt à résoudre sa situation actuelle avec les compétences sociales qu'il prétend avoir secrètement pratiquées. Après avoir pris une coupe de vin, il se dirige vers une dame en parlant de la qualité de la boisson. Il dit à la femme qu'il aimerait prendre quelques bouteilles à emporter, et il essaie de conclure la conversation avec un sourire, mais comme prévu, son sourire est horrible. La peur envahissant le corps de la dame, elle dit à Alon qu'elle va demander à son père de s'en occuper, et avant que Alon puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle s'enfuit. Alan se retrouve seul tandis que les autres invités commencent à chuchoter sur la façon dont Alan a dû menacer la pauvre dame, la forçant à s'enfuir. En fait, ils pensent que Alan est pire que ses défunts frères. Alan essaie de se voiler la face sur le fait que la dame a peur de lui, et il conclut qu'elle doit être timide. Yeban s'approche pour consoler Alan, et il mentionne tous les sacrifices qu'il a fait pour essayer de s'assurer que tout se passe bien. Il finit par comprendre que le nom de Palacio est plus redoutable qu'il ne le pensait. Depuis que les rumeurs affirment qu'il a fait tuer ses frères, il est automatiquement devenu la personne que tout le monde évite. Fatigué de la pièce, Alon dit à Yeban qu'il a besoin de prendre l'air. Pendant ce temps, Alon est observé par une étrange femme aux cheveux roux. Alon se remémore sa vie de misère sur le balcon lorsqu'une fille étrange apparaît, demandant à lui parler. Alon est choqué que quelqu'un vienne de lui parler, et en y regardant de plus près, il s'avère que c'est Loria, la 3e fille de la maison ducale des Altea. Alon n'est pas entièrement surpris que quelqu'un de cette maison lui parle.
Alon se souvient que la famille Altea est l'un des grands méchants du jeu. Ils sont en gros les moutons noirs du Nord. Alon se dit que quiconque choisit de lui parler n'est pas une personne ordinaire. Cependant, Alon se demande pourquoi il ne se souvient pas de la fille, car il ne pense pas l'avoir vue en jouant au jeu. À ce moment-là, Loria va droit au but, disant à Alon qu'elle a besoin de sa force car elle sera bientôt assassinée. Alon est choqué d'entendre cela, et la fille poursuit en disant que jusqu'à présent, elle était sous la protection de son père car elle est la fille de sa maîtresse. Cependant, son père est tombé malade, et elle craint que ses sœurs ne la tuent. Alon réalise enfin qu'il s'agit de survie, puis il comprend qu'il ne se souvient pas de la fille parce qu'elle est morte avant le début de l'histoire principale du jeu. Loria continue en suppliant Alon de l'aider, et Alon lui répond qu'il ne l'aidera pas. Loria continue en disant qu'elle ne demande pas son aide gratuitement. Loria promet à Alon la moitié du duché s'il peut l'aider. Alon l'ignore en disant qu'il s'en va. Alon admet que Loria est dans une situation difficile, mais en même temps, il se mettrait aussi en danger s'il l'aidait. Même s'il voulait l'aider, Alon sait qu'il ne peut pas car, contrairement à la rumeur, il n'est qu'un type sans talent. Alors qu'il s'apprête à passer la porte, la conscience d'Alon l'arrête, et il se retourne pour parler à Loria. Il lui dit que quelque chose de bien lui arrivera, et au fond de lui, il espère qu'elle rencontrera vraiment quelqu'un qui pourra l'aider. Pendant ce temps, les péchés qui observent Elan ont remarqué que Loria l'a approché, et ils en déduisent que la meilleure option est d'informer Utia avant d'agir. Rin dit alors à Deus qu'il n'est peut-être pas nécessaire de signaler la situation, car Loria est la seule Altea qui n'est pas affiliée à leurs méfaits. Cela l'exclut donc d'être la cible de Radan. Deus convient que cela facilite les choses car on s'occupera des autres Altea. Rin mentionne que Utia leur a dit de s'assurer que tout flux d'informations soit coupé pour que l'incite des Avalon n'atteigne jamais Elan. Elan traverse seul le hall lorsqu'il est soudainement approché par la Dame Rousse. Elan est d'abord confus, ne sachant pas si c'est lui qu'on salue ou quelqu'un d'autre. Elan répond nerveusement aux salutations. Et avec la façon dont la fille marche et son aura, Elan peut voir que c'est une personne louche. Alon essaie de se souvenir de qui elle est car il a certainement vu son visage dans le jeu. De plus, il se dit que quiconque lui parle n'est pas normal. Alon se souvient enfin de son nom, Kalia Zenonia, et il s'approche d'elle pour la saluer. Kalia est choquée de voir que Alon sait réellement qui elle est. Alon dit à la dame qu'il la connaît car elle est une personne assez célèbre. Apparemment, il y a 3 grandes maisons dans le royaume des Astéria. La maison du Nord est la maison Altea. La maison à l'Est est la maison Palacio, et à l'Ouest se trouvent les dégénérés de Zanonia. Il s'avère que Kalia est la fille aînée du comte Zanonia. Si Palacio est considéré comme un gang, Zanonia est un syndicat de style corporatif plus raffiné. Même s'il a besoin de relations nobles pour vivre une vie paisible, Alon craint de ne pas devoir s'impliquer avec les Zanonia. Alon continue le compliment en disant à Kalia qu'elle est célèbre parce qu'elle est belle, et Kalia le remercie pour le compliment. Kalia dit qu'elle aimerait parler davantage, et Alon est d'accord, mais mentionne qu'il y a beaucoup d'yeux qui les observent. Au fond de lui, Alon veut juste que la dame le laisse tranquille. Kalia sourit en disant que Alon est tel que le dit la rumeur, mais elle lui fait savoir qu'elle aimerait le revoir. Alon est surpris par cela, se demandant ce que la dame voulait dire. Pendant ce temps, Deus et Rin surveillent toujours la situation, et il semble que quelque chose de plus préoccupant soit apparu. Deus dit à Rin qu'il y a un type bizarre qui suit Elan. Comme il n'y a pas d'ordre direct à ce sujet, Rin suggère d'observer, mais de passer à l'élimination si nécessaire. Plus tard, Alon et Yeban se dirigent vers un canyon que Alon aurait cherché. Yeban est sceptique à propos de tout cela, et il essaie de dire à Alan que l'intérieur du canyon est sombre même en plein jour. Alan, de son côté, se réjouit d'avoir enfin trouvé son objectif. Il prie pour être au bon endroit, car il pourrait bien tomber en dépression si ce n'est pas le cas. En entrant, Alon est soulagé de voir que c'est exactement ce qu'il cherchait. En gros, c'était facile à trouver dans le jeu, contrairement à ce qu'il vient de traverser pour connaître son emplacement. Alon est apparemment venu au canyon pour un certain labyrinthe, le labyrinthe des murmures. S'il peut résoudre les énigmes dans 8 chambres, il a une chance de gagner un artefact précieux en récompense. Comme il se souvient encore de tout le parcours, il croit qu'il est temps pour lui de savourer la joie du farm de niveau 1. Elan est époustouflé en se tenant à l'entrée du labyrinthe, car c'est la première fois qu'il le voit en vrai. Yaban mentionne alors que le canyon semble avoir été construit à la main, ce qui l'amène à se demander comment Elon connaît aussi cet endroit. Elon mentionne nonchalamment qu'il vient souvent ici, ce qui choque Yaban. Réalisant que Yvon est déjà en train de trop réfléchir, Alon lui dit qu'il ne fait que plaisanter. En entrant dans le labyrinthe, il rencontre plusieurs monstres suspendus au plafond, attendant qu'ils se trompent dans l'énigme pour les écraser. Pendant que Yvon panique, Alon reste calme, ce qui choque Yvon. Elan se concentre juste sur l'énigme pendant que Yiban se creuse la tête sur le fait qu'il a échoué plusieurs fois à essayer de cerner Elan. Yiban y réfléchit profondément et se rend compte qu'aucune des missions qui l'ont mené n'a jamais été liée l'une à l'autre. De la destruction d'une organisation maléfique au sauvetage d'un esclave, en passant par le remboursement de la dette de quelqu'un ou l'aide à un orphelin et bien d'autres choses encore. Cela amène Yiban à se demander comment Elon connaît le labyrinthe alors que Elon ne quitte même pas le domaine. À ce moment, Elon mentionne qu'il a trouvé la bonne réponse à l'énigme,
mais qu'ils doivent attendre que la main géante ait terminé son action. Même si Yeban est curieux à propos de Long, il sait que quelque chose de bon ressort toujours de chaque mission qu'il entreprenne. La porte commence à s'ouvrir, laissant Yeban se demander ce que Elon prépare encore. Quand la porte s'ouvre enfin, ils sont accueillis par d'innombrables trésors disposés dans la grande salle. Au loin se trouve un gantelet avec des anneaux. Apparemment, la seule mission des Yvon est l'anneau noir sur l'un des doigts. Yeban est surpris de voir que c'est leur seul objectif car cela semble totalement inutile. Alan récupère l'anneau et se rend compte qu'il est trop grand pour sa main, mais il le prend quand même. Il dit à Yeban de laisser les trésors qu'il a emballés car il ne leur apporterait que des ennuis. En quittant le labyrinthe, Alon assure à Yeban qu'il n'y a rien de dangereux sur le chemin du retour. Alon est reconnaissant pour la solution, car elle lui a facilité les choses. Momentanément, il rencontre un petit problème. Un groupe de golems de pierre a bloqué le chemin, et Yvon réfléchit déjà à la manière de faire sortir Elan de là. À ce moment, Elan lui dit qu'il n'a rien à craindre car il va s'occuper des golems. Yvon essaie de dire à Elan que la fuite est leur priorité numéro 1, peu importe ce qu'il prépare. Alan marche vers les golems en levant le doigt qui porte l'anneau. Yeban craint que Alan ne se fasse tuer car sa magie de niveau 2 est inutile contre les golems. Une fois assez proche des golems, Alan utilise l'anneau pour activer l'instruction de contrainte. Le temps s'arrête, et Elon se retrouve dans une dimension vide où le système lui dit qu'il a 2 contraintes qu'il peut promulguer. Elon se souvient que dans le jeu, sa position actuelle a une fenêtre de sélection. Un visage géant fixe l'abîme, et Alon croit que la récompense pour avoir terminé le labyrinthe est l'instruction de contrainte. Comme son nom l'indique, c'est un artefact de type absorption qui impose des restrictions à l'utilisateur en échange de pouvoir. La voix qui venait de parler à Alon rendait tout très réel. Alon mentionne alors sa première contrainte. Après avoir récité le sort, l'être lui demande ce qu'il compte obtenir, et Alon mentionne qu'il aimerait tordre un peu plus les lois du monde. Une fois sa demande formulée, le système lui accorde sa première contrainte. Et pour sa deuxième contrainte, il suit la même procédure, et le système lui demande ce qu'il recherche par cela. Alan répond simplement que sa requête reste la même qu'auparavant. L'entité met 1 minute avant de répondre à Alan, et Alan craint d'avoir tout gâché. Alan sait que choisir à la fois les sauts et les mots pour la contrainte donne la plus grande puissance d'attaque magique. Pendant qu'il jouait au jeu, il a maîtrisé tous les signes de la main et les phrases, ce qui signifie que sa requête est censée être acceptée. Juste à ce moment-là, l'entité accède à sa requête, et la voix lui dit qu'il est considéré comme très important pour s'être souvenu de tout ce qui est lié au dieu oublié. La voix lui dit alors de perpétuer la volonté du dieu oublié, laissant Elon perplexe. Une fois que l'entité a fini de parler, l'anneau à la main de Elon est absorbé, signe que la contrainte a fonctionné avec succès. À ce moment précis, Elon revient dans le monde réel alors que Yvon essaie de l'écarter du chemin des golems. Cependant, Elon a recours à son pouvoir magique. Mais même après avoir utilisé tout son mana, la sphère de foudre qu'il a créée reste petite. Comme son propre pouvoir magique est nul, il décide d'essayer le pouvoir de la contrainte en lui donnant le prix qu'elle exige. Cela laisse Yvon complètement terrifié. D'un simple mouvement de doigt, Alon envoie la boule de lumière magique au milieu des golems, et au moment où l'attaque les touche, ils s'effritent tous en minuscules morceaux. Comme d'habitude, Alan garde son regard endormi et désinvolte pendant que Yeban est totalement abasourdi par ce qu'il vient de voir. Une fois les golems écartés, ils commencent à chercher leur chemin hors de la grotte, et Yeban demande à Alan s'il a caché son véritable pouvoir depuis le début, mais Alan dit non. Yeban soutient qu'au cours de ses longues années de mercenaire, il n'a jamais été témoin de quelque chose de semblable, mais Alon maintient que ce n'est rien d'autre qu'une magie de second rang. Au fond de lui, Alon panique car il ne se souvenait pas que la magie était si puissante lorsqu'elle était utilisée dans le jeu. Alon se souvient que dans le jeu, un sort peut être renforcé par l'utilisation d'une incantation, et ce qu'il vient de faire est d'augmenter la puissance 5 fois plus que la normale avec le nombre d'incantations qu'il a utilisées. En faisant cela, il a pu acquérir quelque chose de complètement différent, un pouvoir plus grand d'une magnitude supérieure. Même Alain est surpris de la puissance dévastatrice de la magie, bien qu'il s'agisse d'une magie de second rang. Après quelques minutes à naviguer dans la grotte, ils parviennent enfin à en sortir, et Yeban pousse un soupir de soulagement. Yeban s'assoit paresseusement en se plaignant de la fatigue de sa tâche actuelle par rapport à un vrai combat. Yeban se tourne vers Elan, lui demandant qui a conçu un endroit aussi terrifiant, et c'est à ce moment que Elan réalise que le labyrinthe avait en fait un autre nom, qui s'était répandu dans la communauté. Il était connu comme le labyrinthe des murmures, et il a attiré l'attention de tout le monde. Alon a profité de l'occasion pour dire à Yaban qu'il a été créé par un type nommé Paléon. Quand Alon a réalisé que Yaban était sur le point de poser plus de questions sur le labyrinthe, il l'a relevé, lui disant qu'il était temps de partir. Alon dit à Yaban qu'il a encore quelque chose à faire à leur retour, et son éthique de travail impressionne Yaban. En parlant de la magie, Alan sait qu'un saut qui correspond à l'élément d'un sort augmente sa puissance, et c'était la règle de base dans le jeu. Cependant, les choses étaient un peu différentes dans la vie réelle car le visuel restait le même alors que les statistiques d'attaque augmentaient. Le saut a essentiellement altéré le sort lui-même,
et Alon commence à se demander si son contrôle du mana est devenu si bon qu'il a pu percevoir les changements dans le fonctionnement des choses. Comme il n'est pas sûr, il décide qu'il devra tester sa théorie une fois que son mana se sera régénéré. Néanmoins, il est content que tout se soit plutôt bien passé. À l'insu des Élans et de Yaban, ils sont observés par l'un des péchés. La jeune fille se rend au labyrinthe pour étudier les inscriptions sur le mur, et elle peut clairement voir à quel point Alon est apparemment puissant. Elle est impressionnée par tout ce qu'elle a vu, car Alon semble tout savoir et même agir en fonction de ce qu'elle sait. Elle est stupéfaite par le fait qu'elle croit que Alan était le type nommé Palaan. De plus, elle est encore plus intéressée par le fait que l'incantation utilisée par Alan n'était pas consignée dans les livres de l'ancienne bibliothèque. Tout cela mis ensemble fait que sa vénération pour Alan augmente encore plus, et elle arrive finalement à la conclusion que tout ce que Utia a dit était vrai. À ce moment-là, Deus la rejoignit, et elle lui demanda s'il avait pu obtenir les informations qu'il était allé chercher, mais il répondit que non, affirmant que sa cible était morte avant qu'il ait pu obtenir ce dont il avait besoin. Elle est un peu déçue par cela et fait savoir qu'ils devront en référer à Utia pour plus d'éclaircissements. Leur travail dans la région étant terminé, les deux s'envolent comme des sorciers. Pendant ce temps, chez le comte Zenonia, Kalia n'arrête pas de prononcer le nom d'Alon depuis qu'elle l'a rencontré au bal. Apparemment, quelque chose de sinistre se trame dans la maison du comte. Tout le monde croit que le père de Kalia contrôle tout. Mais à leur insu, il n'est qu'une marionnette pour sa fille. La personne qui dirige vraiment la maison n'est autre que Kalia, tandis que son père n'est qu'un homme de paille. Mais sa conversation avec Elan la laisse soupçonner que le type a tout découvert. Elle y pense encore quand l'un de ses serviteurs arrive en courant, lui disant qu'elle doit venir immédiatement dans sa chambre. Elle se précipite pour voir son espion gisant mort dans la pièce. Cependant, elle ne voit pas la nécessité de paniquer car le sceau qu'elle a placé sur lui ne s'est pas activé, ce qui signifie qu'il n'a divulgué aucune information avant sa mort. Néanmoins, Kalia peut voir que le corps a été délibérément placé dans ses appartements. Cela l'inquiète encore plus sur la façon dont elle a été découverte. Pour Kalia, elle croit que Elan est le responsable, et elle suppose que Elan a tout compris pendant leur conversation. À son insu, Elan n'est qu'un type ordinaire qui fait la sieste dans sa caravane, inconscient des politiques mondiales. D'un autre côté, Loria rentre chez elle, et elle est très inquiète car sa rencontre avec Alon ne s'est pas déroulée comme prévu. Avec le peu de temps qu'elle a passé avec Alon, elle peut voir qu'il n'est pas quelqu'un dont il faut se faire un ennemi. Et même si Alon est sa dernière bouée de sauvetage, elle comprend qu'il n'accepterait pas un accord qui ne lui serait pas bénéfique. Loria a été essentiellement dépouillée de son pouvoir par ses frères et sœurs. Du fils aîné, Tamalian, à la fille aînée, Marianne, la deuxième fille, Philine, jusqu'au deuxième fils, Kig. Loria arriva au manoir familial en pensant à la façon dont elle avait réussi à survivre grâce à l'influence de son père. Maintenant que son père est parti, elle se demande ce qu'elle est censée faire. Au moment où elle entre dans la maison, deux servantes accourent vers elle, l'air très inquiète, en criant son nom. Les servantes lui disent que ses frères et sœurs, Kig et Philine, se sont envoyés dans l'au-delà, et cette nouvelle choque Loria jusqu'à la moelle. Elle ne veut pas croire que des individus impitoyables comme Kig et Philine se seraient volontairement éliminés. Loria interroge alors les servantes sur Tamalian et Marianne, mais elle obtient sa réponse en entrant dans leur chambre pour trouver leurs corps pendus l'un à l'autre. Loria reste en état de choc total en fixant les corps de ses frères et sœurs. Et tandis que tout ce chaos se déroule, on voit l'un des péchés quitter la zone avec un sourire aux lèvres après une mission réussie. Tout le domaine est plongé dans le chaos car personne ne comprend ce qui se passe. Soudain, Loria se souvient de ce que Alon lui a dit. À la fin de leur rencontre, il lui avait dit que la chance lui sourirait. À cause de cela, Loria arrive immédiatement à la conclusion que Alon est derrière tout ce qui s'est passé. Avec la mort soudaine de ses frères et sœurs, Loria devient soudainement l'unique héritière du duché des Altea. Même si elle est censée être heureuse ou soulagée, Gloria tombe à genoux, terrifiée, car elle croit avoir conclu un pacte avec un démon. Néanmoins, elle arrive à la courageuse conclusion qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, car elle a vu de ses propres yeux ce qui arrive aux gens qui trahissent Elan. Loria s'endurcit en se disant qu'elle n'a qu'à avancer sur le chemin qu'elle a choisi. 2 mois plus tard, Elan est dans son bureau lorsqu'un des serviteurs se présente avec un cadeau apparent du duché des Altea. Elan ouvre la boîte et est stupéfait en voyant une belle bouteille de vin. Yvon lui dit que le vin est assez spécial car chaque bouteille coûte plusieurs milliers de pièces d'or, ce qui le rend rare. Accompagnant la bouteille de vin, il y a une note manuscrite de Loria Altea elle-même. Alan est surpris en voyant cela et commence à se demander pourquoi Loria lui enverrait un cadeau aussi cher. Il est obligé de demander au serviteur si le cadeau est vraiment pour lui, car il ne voit aucune raison pour laquelle Loria voudrait l'honorer. Le serviteur assure à Alan que le cadeau est pour lui, car Loria l'a préparé personnellement et a ordonné qu'il soit livré en main propre. Au moment où le serviteur s'adresse à Loria en tant que duchesse, Alon réalise soudain que quelque chose cloche. C'est là qu'il réalise que la plus jeune enfant de la maison, Loria, est devenue d'une manière ou d'une autre la duchesse des Altea. Au domaine des Altea, Loria essaie de s'installer dans sa nouvelle position de duchesse. Elle se retrouve assise dans le bureau du duc, une zone qui lui était interdite par le passé.
Bien que le scénario entourant la mort de ses frères et sœurs soit discutable, elle a évité toute suspicion car elle avait un bon alibi, le bal. Même si son organisation secrète avait été anéantie par ses frères et sœurs, et qu'à son retour au manoir, elle n'était plus personne. Tout a changé pour elle avec l'ingérence présumée d'Alon. Cela laisse Loria se demander jusqu'où Alon anticipe les choses. Il s'avère qu'elle a unifié toutes les organisations sous Althea, mais elle n'est pas assez naïve pour penser qu'elle peut affronter le pouvoir supérieur d'Alon. Avec cela, Loria suppose que Alon veut encore autre chose d'elle, et elle croit qu'il s'agit du réseau clandestin des Althea. Bien qu'elle soit parvenue à ses conclusions, elle pense qu'elle doit simplement se concentrer sur le présent en attendant que Alan la contacte. Avec un grand sourire, elle se demande si Alan a aimé le vin qu'elle lui a envoyé. De retour au bureau des Alan, il panique car il n'arrive pas à croire que Loria est maintenant la duchesse alors qu'elle était prise pour cible il y a quelques mois à peine. Sans qu'on le lui dise, Elan peut voir que quelque chose d'étrange se trame. Quelques mois plus tard, soit 5 ans avant le début de l'histoire, Yaban s'adresse à lui avec le titre de comte. C'est une surprise pour Elan, et Yaban lui rappelle que c'est bientôt le nouvel an, et que sa succession pour devenir comte est déjà proche. Elan est totalement abasourdi car il ne s'était jamais imaginé devenir comte dans le plan qu'il avait élaboré pour lui-même. Néanmoins, il ne peut nier le fait qu'il apprécie les avantages qui accompagnent le statut de noble. Yaban lui tend alors une lettre de Yudia, et Elon demande à Yaban s'il a obtenu des informations sur les assassins qui ont envoyé Léo rejoindre ses ancêtres, mais il répond que non. Cependant, il l'assure que la guilde des informations y travaille toujours. Yaban demande à Alon pourquoi il est si intéressé par toute cette enquête, et il exige de savoir si c'est par vengeance. Alon répond alors qu'il veut juste être préparé à toute éventualité. Après que Yaban ait fini de le taquiner sur le titre de comte, Alan ouvre la lettre de Yudia, et c'est comme d'habitude. Néanmoins, Alan apprécie les lettres mensuelles car elles apportent une sorte de chaleur à son style de vie froid. Elon sourit comme un père fier le ferait, même s'il n'a jamais vu aucun des enfants auparavant. Elon demande alors à Yeben quel âge auraient les enfants, et il lui fait savoir qu'ils sont sur le point d'atteindre l'âge d'entrée dans la société. En fait, certains des enfants qui sont à l'orphelinat avec eux sont déjà partis plus tôt. Après avoir obtenu cette information cruciale de Yaban, Alan réalise qu'il est peut-être enfin temps de laisser partir les 5. Yaban est surpris que Alan soit prêt à les laisser partir, et Alan lui dit qu'ils sont déjà tous grands, alors il est temps qu'il pense à leur avenir. Alan croit que les 5 ont dépassé l'âge où ils s'éveilleraient en tant que péché et qu'il peut enfin les intégrer dans la société. Apparemment, chacun des péchés avait une narration révélant sa spécialité. Yutia a le talent de la foi. Deus a le talent de l'escrime. Rin a le talent de la recherche. Siolan a le talent du combat, et Radan est spécial en matière de commandement. Elon est convaincu qu'ils vont briller s'il peut les placer dans les bonnes positions et le bon environnement. Pour cette raison, Elan décide qu'il va donner un cadeau à chacun d'eux, ce qui était son plan depuis le début. Après avoir réglé tout ce qu'il fallait, il leur envoie des lettres individuelles par l'intermédiaire de Yiban. Peu de temps après, Yutia reçut les lettres et dit à ses camarades qu'il avait reçu une nouvelle directive de l'échelon supérieur. Elle leur dit que cette fois-ci, la directive est spéciale car elle leur a été envoyée individuellement. Les 5 reçurent les lettres avec joie, et ils commencèrent à se réjouir comme s'il avait gagné à la loterie. Cependant, avant d'ouvrir les lettres, Yutia suggère qu'ils lisent d'abord les anciennes lettres car les directives d'Alon sont toujours de premier ordre. Les autres sont surpris et impressionnés en entendant cela car Yutia était la seule à avoir pu lire les lettres auparavant. Yutia croit qu'ils ont tous l'autorisation de lire les lettres maintenant qu'ils ont reçu des directives individuelles. Yutia ouvre une des lettres pour qu'il voie, et ce ne sont que des salutations de base. Les autres enfants sont confus car cela semble très ordinaire, mais Yutia intervient rapidement, leur disant que Alon leur avait dit depuis le début de déguiser les lettres en conversation normale. Yutia leur montre alors ce qu'elle prétend être la première directive après les premières lettres de salutation. Dans la lettre, Alon leur a raconté comment son deuxième frère l'a utilisé comme chaise, et Yutia leur dit que ce n'est rien d'autre qu'un ordre d'élimination pour eux. Elle souligne également la partie où Alon lui a apparemment confié l'organisation Blue Moon. Yutia dit alors à ses camarades qu'ils doivent lire les lettres exactement comme elle l'a fait afin de bien comprendre les directives et d'être en mesure de mener à bien leur mission. Deus l'interrompt alors, demandant s'il ne vaudrait pas mieux pour eux de rendre visite à Alon en personne s'il essaie d'éviter toute fuite d'informations. Yutia répond alors avec un visage et une voix sévère, disant à Deus que leur mission est d'obéir. Cela donne des frissons à Deus, et il répond qu'il est pleinement conscient de ce qui est en jeu. Maintenant que c'est réglé, Rina suggère qu'il lise la nouvelle directive. En ouvrant la lettre, Deus réalise qu'il est envoyé à Caliban, qui est la terre des chevaliers. Rin, d'un autre côté, doit se rendre à Colonie, qui est essentiellement un désert. Les 2 autres vérifient également leurs lettres, et ils sont envoyés à Raxa et Lartania, tandis que Yutia reçoit l'ordre d'aller au Saint-Royaume de Rosario. À l'intérieur de la lettre, il y a aussi des instructions sur ce qu'ils doivent faire. Deus est surpris qu'on lui ait dit de devenir chevalier car il n'en voit aucune raison. Néanmoins, Elon leur a assuré qu'il continuerait à les parrainer. De plus, Elon a joint l'emplacement d'un cadeau à la lettre. Avant de se disperser,
Yutia leur rappelle qu'il est formellement interdit de mentionner la lune bleue à moins que Elon lui-même ne le mentionne en premier. Chacun d'eux honorant la directive, ils mettent leurs affaires en ordre et partent vers leurs destinations respectives. 3 mois plus tard, Alon recherche toujours la magie dans le monde, et il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Comme il est dans une impasse, il décide qu'il doit expérimenter sur lui-même. Alon se souvient alors à nouveau des assassins, et il interroge Yvon à leur sujet. Mais Yvon lui fait savoir qu'il n'y a pas encore eu de progrès. Au fond de lui, Alan comprend que tout ce qui se passe est le résultat de l'effet papillon de ce qu'il a fait, et que c'est devenu en quelque sorte incontrôlable. Un exemple clair de cela est Loria. Elle aurait dû mourir, mais elle est soudainement devenue la duchesse des Altia où elle est en train de se constituer un pouvoir terrifiant dans le monde souterrain. Alon dit alors à Yaban qu'il n'est plus nécessaire d'enquêter sur l'assassinat. Yaban est surpris d'entendre cela, mais Elon a compris qu'il vaudrait mieux que toute la situation reste inconnue. Il ne veut pas fouiller dans quoi que ce soit qui sort de la quête car il essaie d'éviter des conséquences désastreuses. Il sait pertinemment que les organisations secrètes n'interviennent que si quelque chose leur nuit, et il ne veut pas toucher au nid de frelons. Yaban suit les ordres de son patron et l'assure qu'il n'enquêtera plus, mais il lui fait savoir que Deus a été fait chevalier à Caliban. Alon accueille la nouvelle avec une grande joie car c'est quelque chose qui mérite d'être célébré. À peine 3 mois plus tard, Yaban informe Alon que Deus a créé un ordre de chevaliers. Cela choque Elon car créer un ordre de chevaliers signifie que Deus est de niveau expert ou supérieur, même s'il n'a pas été fait chevalier depuis longtemps. Yaban est d'accord avec Elon, disant que Deus est vraiment un talent exceptionnel car Caliban est connu pour être strict en ce qui concerne sa chevalerie. 6 mois plus tard, soit 1 an après que les 5 péchés soient devenus indépendants, Elan est pleinement devenu comte. Elan est dans son bureau quand Yaban entre, et comme d'habitude, il a des nouvelles pour lui. Yaban révèle que Deus est devenu l'une des 5 épées de Caliban, un maître chevalier. Cette nouvelle donne un frisson à Alon, lui faisant lâcher le livre qu'il tenait. La sueur coulait sur son visage alors qu'il demandait à Yaban de confirmer s'il avait bien entendu. C'est parce que les maîtres d'épée sont les seuls à pouvoir devenir un maître chevalier. Dans le jeu, un maître d'épée est un être très puissant qui a surpassé la lame d'Aura, ce qui l'amène à éveiller une capacité unique appelée dérivation. Alon demande alors à Yaban si Deus est un maître d'épée, mais Yaban dit que ce n'est pas encore définitif puisqu'il n'a pas encore créé de dérivation. Néanmoins, le pays a quand même décidé de lui accorder le titre de maître chevalier car il a battu la 4e épée. De plus, Caliban avait perdu un maître chevalier face aux barbares du Nord car ils étaient en guerre depuis plus d'une décennie. Yaban mentionne qu'il faut au moins 15 ans pour comprendre et manier le mana, et que la dérivation peut prendre des décennies. Reinhardt, qui est la première épée, est devenu le plus jeune maître chevalier à l'âge de 32 ans. Alon peut témoigner de la force de Reinhardt, mais même avec sa force, il lui a fallu plus de 20 ans pour atteindre son apogée. Cependant, Alon est stupéfait par le fait que Deus a atteint le niveau d'un maître chevalier en seulement 1 an, alors qu'il ne connaissait même pas l'escrime au départ. Puisque la dérivation est la seule chose qui manque, Alon croit que Deus a ce qu'il faut pour surpasser même Reinhardt en tant que maître d'épée. Soudain, Alon commence à penser aux avantages qu'il pourrait tirer en élevant les enfants de la bonne manière, mais il chasse rapidement cette pensée de son esprit. Il réalisa qu'il devrait être reconnaissant que les 5 ne se soient pas éveillés en tant que les 5 péchés pour apporter la destruction au royaume. Elon arrive finalement à la conclusion rapide que le bien-être des enfants est la chose principale sur laquelle il doit se concentrer. Pendant ce temps, dans la région centrale de la capitale de Caliban, Kurdam, se trouve un quartier résidentiel de haute noblesse où réside l'ordre des chevaliers. Debout près de la fenêtre, contemplant la vue magnifique sur la ville, se trouve Deus, qui est maintenant le capitaine des chevaliers de l'Éclipse et le plus jeune maître chevalier. Deus esquisse un beau sourire lorsque sa sœur lui fait un signe de la main depuis l'extérieur du bâtiment. Deus se souvient comment tout s'est déroulé jusqu'à ce moment précis. Il se souvient avoir tout perdu à cause des méchants connus sous le nom des Noirs. À cause de cela, il fut envahi par la rage et la haine. Il s'est retrouvé enfermé, et même s'il a été sauvé par Elan, il ne pensait pas que c'était une raison suffisante pour lui être loyal. Il n'était loyal qu'à la promesse de venger ce qu'il avait perdu, et à cause de cela, il est devenu membre de la Blue Moon. Nade a commencé à travailler comme agent et à entreprendre des missions dangereuses sans se soucier de sa propre sécurité. Pendant des années, il a participé à des missions qui le rapprochaient un peu plus des Noirs. Après des années de service, il a finalement reçu sa première directive personnelle, et à l'intérieur de la lettre se trouvait une instruction lui disant qu'il y avait un cadeau dans une petite auberge au sud de Caliban. Même si Deus n'a jamais été du genre à s'enthousiasmer pour les cadeaux, il a quand même décidé d'aller voir. Deus entra dans l'auberge, et ses yeux s'illuminèrent de choc en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Le cadeau que Elan lui avait préparé était la famille qu'il pensait avoir perdue pour toujours. C'était sa sœur, debout dans l'auberge, et Deus se précipita pour la serrer fort dans ses bras alors que des larmes coulaient sur son visage. Deus avait cru que sa sœur, Chili, était morte, mais elle était là, debout devant lui. Deus demande à Chili ce qui s'est passé après leur séparation, et elle explique qu'elle a été gardée à l'isolement par les méchants en attendant son tour d'être tuée. Au cours de cela,
elle s'est échappée mais a été rattrapée plus tard et vendue à des marchands d'esclaves. Le destin a voulu que Yaban apparaisse et la sauve. Et depuis lors, elle profite des mains bienveillantes d'Alen. Chili montra à son frère une lettre que Alen lui avait envoyée, l'assurant qu'elle était en sécurité en engageant le nom de sa famille. Shelley fait savoir à son frère qu'elle est reconnaissante pour tout ce que Alan a fait. Quand Deus a vu cela, il a été extrêmement abasourdi car Alan n'a pas seulement protégé sa sœur, mais a même mis le nom de sa famille en jeu pour elle. Deus était stupéfait et incrédule de voir comment Alan connaissait sa famille alors qu'il ne lui en avait jamais parlé. Même Utia ne connaissait pas tous les détails de ce qui s'était passé, mais Alan a réussi à tout couvrir. Cela convainc Deus que Alan sait pratiquement tout, et c'est à ce moment que Deus décide enfin de vouer l'entièreté de sa loyauté à Elon. Maintenant que sa sœur se tient devant lui, Deus est heureux que Elon ait ignoré sa bêtise d'avoir remis en question sa suprématie. Le seul objectif de Deus était la vengeance, mais le cadeau de sa sœur était incomparable. Et à cause de cela, il est devenu plus qu'un fanatique. En fait, il s'est donné pour mission de vie de devoir rembourser la gentillesse d'Alan. L'objectif de Deus est d'atteindre le plus haut échelon à Caliban et de devenir un maître chevalier afin de pouvoir créer une garde d'élite composée des meilleurs épéistes, et ce rêve est déjà en train de se réaliser. Deus est déterminé à affronter n'importe quelle épreuve jusqu'au jour où il pourra rembourser sa dette envers Alan. Jusque-là, Deus est prêt à faire ses preuves au-delà de ce que l'on attend de lui. Dans le cadre de son entreprise, lui et les chevaliers de l'Éclipse partent bientôt en expédition pour combattre les barbares. Pendant ce temps, Alan ressent un semblant de paix, et il pense que c'est parce que les enfants ont tous grandi. En même temps, Alan s'est consacré à la recherche depuis son retour du labyrinthe. À ce stade, il est parvenu à une conclusion sur ses résultats de recherche actuels. Avec ce qu'il a noté, il comprend que la réfraction améliore l'imperfection d'un sort terminé, élargissant ainsi sa zone d'effet. La répulsion, d'autre part, écrase la forme de tout ce qui est tiré, ce qui provoque le transfert du projectile. Tout comme cela, Alan a rassemblé toutes les variables de la magie qu'il étudie. Il a également compris qu'il ne peut utiliser la magie qu'une fois par jour, grâce à son petit noyau de mana. Néanmoins, Alan a conclu que la magie est amusante, même s'il avait d'abord soutenu que ce n'était que pour l'autodéfense. Comme il fait des recherches depuis 2 mois, il décide enfin de tester les résultats. Alan se ressaisit et commence à lancer les sorts nécessaires dans l'ordre où il les a analysés. De la fixation à la compression, puis à l'effondrement, il est capable de produire un puissant sort d'attaque lumineux qui semble absolument terrifiant. Alan est époustouflé parce que tout a bien fonctionné, et il réalise enfin que l'ordre des phrases est aussi très important. Il est encore en train de contempler la magnifique création devant lui quand il entend une voix étrange derrière lui exprimer son choc. Alan se retourne pour voir Kalia et son mage à côté d'elle, et ils sont tous les deux terrifiés par ce qui leur fait face, qu'il appelle la magie originelle. Alan est choqué quand il voit Kalia se tenir derrière lui, se demandant pourquoi cette dame est là. Le mage qui l'accompagne hurle d'horreur car la magie originelle est quelque chose que seul un mage du 7e cercle peut manier ou même atteindre. Quand Alan entend cela, il est confus et commence à se demander si un mage minable de bas niveau comme lui est déjà considéré comme un mage du 7e cercle. Plus tard, Kalia et son mage sont assis dans le salon de réception, attendant que Alan se montre. Kalia a l'air complètement déstabilisée après ce dont elle a été témoin quelques minutes plus tôt. La raison pour laquelle elle est venue sur le territoire d'Alan en premier lieu était de confirmer l'étendue de ce que Alan sait. Elle voulait aussi connaître la capacité de l'organisation qui soutenait Alan. Cependant, ce qu'elle et son mage ont trouvé était totalement différent. Kalia n'arrive pas à croire que son mage, Biankel, un arrogant mage de 5e rang, soit en fait terrifié par ce qu'il a vu en observant Alan. Pour mettre les choses en perspective, Bianco a été expulsé de la tour des mages pour des expériences inhumaines, et il est assez puissant pour anéantir des bataillons sans transpirer, mais ce même homme s'effondrait de terreur en présence d'Alan. Kalia se demande si ce qu'elle a vu plus tôt était vraiment de la magie originelle, comme il le soupçonnait. Quelques instants plus tard, Alan entre dans la pièce et demande aux deux pourquoi ils sont venus à son domaine. Kalia s'excuse rapidement d'être venue à l'improviste. Elle s'excuse également de l'avoir croisé alors qu'il s'occupait de ses affaires, affirmant qu'elle ne faisait que le chercher dans le domaine. Alan la calme, lui disant qu'il ne va pas lui en tenir rigueur. Cependant, Alan dit à Biancol et Kalia que la magie qu'ils l'ont vu utiliser n'était pas de la magie originelle. Il leur dit qu'il n'est qu'un mage de 2e rang, incapable de manier la magie originelle. Alan se tourne vers Bianco, disant qu'il est presque sûr qu'il a senti que la magie qu'il a utilisée n'avait aucune fonction réelle. C'est essentiellement une magie inutile tant en défense qu'en attaque. D'une voix sévère et avec une aura écrasante, Alan dit aux deux de garder ce qu'ils ont vu pour eux. Biankel intervient rapidement, assurant à Alan qu'il n'a pas bien vu. Kalia est choquée en voyant cela car elle n'arrive pas à croire que quelqu'un d'aussi arrogant que Biankel puisse utiliser des formules de politesse en parlant à Elin. Alan est content qu'il ait réglé le malentendu, et il leur demande pourquoi ils sont venus le voir. Kalia révèle alors qu'il était seulement dans le coin et on pensait que ce serait bien de présenter leur respect, ce qui signifie qu'ils n'ont rien d'important à discuter avec Alan. Alan est un peu déçu d'entendre cela, et il leur fait savoir qu'il a beaucoup à faire, donc il n'a pas le loisir de rester à plaisanter avec eux.
Kalia se lève pour saluer la brève présence d'Alon avec eux et dit à Alon qu'elle et Bianquel vont maintenant prendre congé. Juste au moment où il s'apprête à partir, Alon dit à Kalia qu'elle devrait envisager de rendre visite à Loria si elle cherche une compagne à qui parler. Alon fait savoir à Kalia qu'il y a une chance qu'elle s'entende bien. Même si Kalia est sceptique, elle assure à Alon qu'elle prendra sa suggestion en considération. Après leur brève discussion, Kalia et Bianco partent. Et tandis qu'ils partent, Yeban se tourne vers Alon, demandant pourquoi cette famille de déchets viendrait les voir. Alon répond qu'il n'a en fait aucune idée de ce que les Xenonia leur veulent. Alon craint que les choses ne tournent mal si la rumeur se répand qu'il a utilisé la magie originelle. Il pourrait tout aussi bien voir des gens ivres de pouvoir lui courir après, puisqu'ils sont dans un monde fantastique. En même temps, Alon ne pense pas que Kalia rendrait visite à Loria car elles sont des rivales féroces dans la pègre. Alors qu'il s'éloigne du domaine à cheval, Kalia se tourne vers Bianquel pour lui demander si la magie d'Alon était vraiment de la magie originelle. Bianquel répond alors que ce n'était pas de la magie originelle. Bianquel explique que la magie originelle est une magie qui impose ses propres lois sur le champ des principes absolus. C'est une chance et un privilège accordé aux archimages suprêmes, mais la magie d'Alon était entièrement différente. Bianco révèle qu'il a activé son œil d'observation et a vu la magie d'Alon. Magie. Le champ de la magie était essentiellement en train d'être déchiré, et Alon tordait les principes. Il faisait s'effondrer les lois, mais était quand même capable de manifester le sort, ce qui est un miracle qui défie toute logique et raison. Avec un visage horrifié, Bianquel révèle que derrière la magie d'Alon se trouvait la puissance et l'œuvre d'un grand dieu oublié. Rien qu'en y pensant, la tête de Bianquel fond, et il dit à Kalia qu'il a un jour reçu des éloges pour avoir poursuivi la connaissance ancienne, connue sous le nom de la magie de l'ère oubliée. En raison de ce qu'il sait et de ce qu'il a vu, Bianco dit à Kalia, terrorisée, qu'elle ne devrait jamais penser à s'opposer à Alon ou même à s'en faire un ennemi. Après avoir entendu cela, Kalia conclut qu'elle n'a aucune raison de chercher à savoir ce que veut Alon et décide que rendre visite à Loria est peut-être la meilleure option, puisqu'elle n'est qu'un pion pour Elan. 5 mois plus tard, soit 2 ans après que les enfants aient obtenu leur indépendance, Elan demande à Yeban s'il y a des nouvelles des 5. Yaban lui fait savoir qu'il n'y a pas de nouvelles des 5, mais qu'il y a une information importante qu'il doit connaître. Il s'avère que le comté de Zanonia et le duché des Altia ont formé une alliance, et cette nouvelle choque Alon. Il ne veut pas croire que les deux piliers de la pègre se sont unis. Il se prend la tête de frustration d'avoir réussi à échapper à une calamité des 5 péchés, mais le monde est sur le point de périr à cause de l'alliance de la pègre. Il finit par comprendre, dans sa bêtise, que Kalia a dû suivre son conseil l'autre jour. Réalisant qu'il a peut-être tout gâché, Alon essaie de se leurrer en se disant que l'alliance entre les deux ne fonctionnerait certainement pas car elles ont des caractères totalement différents. Néanmoins, il comprend qu'il doit se préparer au cas où. Alon s'assoit alors pour écrire une lettre à Kalia afin d'essayer de paraître amical avec elle, au cas où les choses tourneraient mal. Il envoie Yeban livrer personnellement le message, et Yeban l'assure qu'il fera comme demandé tout en lui assurant qu'il cherchera également où se trouvent les enfants. Après le départ de Yaban, Alan commence à se demander ce que font Radan et Xialan car ce sont les seuls des 5 à ne pas avoir donné de nouvelles. Alan craint que Xialan ne soit morte, mais en même temps, il pense qu'elle aurait dû atteindre le niveau d'une guerrière si elle a trouvé le cadeau qu'il lui a laissé. Apparemment, il a laissé une armure, qui est la bête sacrée de la tribu de la crinière d'or. Lorsque l'armure est portée, elle offre une chance de coup critique de 20%. Alon est convaincu que Xialan devrait bien s'en sortir car il lui a même laissé une source de financement, et la terre où il l'a envoyé est un endroit où le pouvoir peut être conquis par la force. Pendant ce temps, dans la nation désertique de Colonie, Séolon passe en fait les meilleurs moments de sa vie. Elle a trouvé l'armure laissée pour elle en cadeau, et elle en est extrêmement reconnaissante. Tout ce qu'elle a entendu quand elle était enfant sur la tribu de la crinière d'or semble être vrai. Elle avait entendu parler de l'héritage, transmis depuis des centaines d'années, qui accorde pouvoir et autorité divine. Xialan a obtenu l'héritage et a affronté toutes les épreuves et les défis présentés par celui-ci. Même si c'était difficile, elle a pu affronter chaque obstacle de front car elle se souvenait avoir été sauvée par la grâce des Alan alors qu'elle n'était qu'un simple sujet de test. En la sauvant, Alan lui a donné le pouvoir de se venger du dragon noir qui a anéanti ses parents. À cause de cela, Séolon comprend que c'est le souhait d'Alon qu'elle devienne la plus grande gladiatrice vivante. De plus, on attend d'elle qu'elle rassemble la tribu dispersée de la crinière d'or et lui redonne sa gloire avec le pouvoir qui lui a été donné. Enthousiasmée par tout ce qu'elle a traversé, Xiaolon est enfin prête à faire le nécessaire pour Alon, son sauveur, et les hommes bêtes, tout en s'assurant d'éliminer son ennemi juré, le dragon noir. Plus tard, Yeban dit à Alon qu'il a des informations sur Xiaolon. Apparemment, on lui a donné un nom, elle est claire d'or, à cause de sa façon d'opérer à Colonie. Alon est ravi d'apprendre que Xion va très bien. Alon demande alors des nouvelles de Radan, mais Yeban dit qu'il y a quelques informations sur lui, même s'ils ne sont pas tout à fait sûrs qu'elles soient fiables. Soudain, Alon se tourne vers Yaban, lui demandant pourquoi il paraisse alors qu'il est censé être occupé. Yaban est confus en entendant cela car il a pratiquement terminé tout ce que Elin lui a ordonné de faire. Alon intervient alors en disant qu'ils doivent se préparer tôt car il faut environ un mois juste pour se rendre à la tour de magie, mais c'est une nouvelle pour Elan.
Elan agit comme un idiot, demandant à Yiban s'il ne le lui a pas mentionné. Yiban refuse de discuter avec lui car il est déjà habitué à sa façon de faire. Yiban mentionne alors qu'il ne faut que quelques semaines pour atteindre la tour de magie verte, mais Elan le corrige, disant qu'ils vont à la tour de magie bleue. Apparemment, la tour de magie bleue est près de la cité du labyrinthe, et comme c'est loin, Yiban décide de commencer à préparer leurs affaires. Elan s'effondre sur le canapé en pensant au voyage épuisant en calèche qu'il s'apprête à entreprendre. Cependant, il n'a pas le choix car l'objet nécessaire pour soutenir son petit noyau de mana se trouve à la tour de magie bleue. Alan peut témoigner que la cité du labyrinthe est remplie de nombreux souvenirs car il a beaucoup farmé en jouant au jeu. Apparemment, le labyrinthe au centre de la ville était considéré comme sans fin, mais plus le joueur s'enfonce, meilleurs sont les objets qu'on peut y obtenir. Même si des milliers de joueurs se sont consacrés au labyrinthe, personne n'a jamais atteint la fin. Le chat de groupe était toujours bruyant, les joueurs se plaignant de leurs tentatives infructueuses pour atteindre la fin du labyrinthe. Tout comme dans le jeu, des reliques et des artefacts sont découverts dans le labyrinthe, c'est pourquoi on trouve des experts en magie certifiés dans la ville. Cela rappelle alors à Elan le souvenir de Rin, qui dit qu'elle passera bientôt l'examen d'experte. Elan est confiant qu'avec le talent qu'elle a, elle va réussir l'examen assez facilement. En même temps, il craint que le cadeau qu'il a laissé à Rina soit trop petit, car ce n'est rien d'autre qu'une expertise d'équipement. Cependant, il est prêt à fournir plus de soutien si le cadeau est jugé insuffisant. En parlant de la cité du labyrinthe, l'Artania, c'est une ville de mercenaires et d'explorateurs, qui n'est gouvernée par personne. Dans la ville se trouve une boutique d'expertise secrète appelée Mered. En raison de la qualité de ses services, la plupart des clients de la boutique sont des nobles et des explorateurs de rang A, et parmi ces nobles se trouve le seigneur de la ville lui-même. On le voit dans la boutique en train d'expertiser ce qui semble être un appareil générant des flammes, et la préposée est Rin. Rin porte un appareil étrange sur son visage, et avec cela, elle est capable de dire au seigneur tout ce qu'il est censé savoir sur l'appareil. Le seigneur est compte de sa contribution comme d'habitude, et il la félicite pour cela. Une fois le seigneur parti, Rin enlève l'appareil et regarde autour de la boutique puisqu'elle est maintenant seule. Elle raconte que la boutique est célèbre, grâce au service distinctif qu'elle offre, qui est un cadeau pour Elan. Apparemment, dans la lettre qu'il lui avait envoyée à l'époque, il lui avait dit de devenir experte, mais elle n'a pas compris au début. Elle sait que tout ce qu'ils font est pour se débarrasser des méchants, mais elle n'a jamais vu de raison pour laquelle elle devait devenir une experte. C'était sa conviction jusqu'à ce qu'elle trouve le cadeau laissé pour elle par Elan. La relique qui lui a été donnée était connue sous le nom de l'œil de la piste, une relique qui identifie rapidement les objets en dessous d'un certain seuil de mana pour aider à l'expertise. Rin était complètement stupéfaite car ce qu'elle voyait était totalement différent de ce qui apparaissait dans les livres de la bibliothèque. Après avoir levé les sceaux, l'empreinte a pris vie, et elle a réalisé que pour vaincre les méchants, elle devait améliorer la relique. Elle l'a considérée comme une capacité et un moyen d'offrir des sacrifices, et depuis lors, elle travaille sur la relique. Avec le temps qu'elle a passé avec l'appareil, Rin a finalement réalisé que Alan lui avait donné un travail que seule elle pouvait faire, et elle croyait que tout ce qu'elle faisait visait à l'élimination du loup noir. 3 semaines plus tard, Alon et Yaban arrivent à la tour bleue et rencontrent la vice-maîtresse de la tour qui leur dit que le maître de la tour n'est actuellement pas disponible. La vice-maîtresse, Pythia Clint, leur dit d'exposer leur affaire et de ficher le camp de la tour. Dès que Alan la voit, il se souvient d'elle du jeu. Apparemment, c'est une mage talentueuse qui a atteint le 8e cercle et est même devenue la maîtresse de la tour au début de la vingtaine. Il est connu que la tour de magie possède une grande puissance de combat, et elle monopolise la production de certaines nécessités, ce qui lui confère un statut égal à la noblesse. L'autorité d'une vice-maîtresse qui a dépassé l'humanité est considérée comme divine. Mais même si tout semble effrayant, Alon se présente nonchalamment. Alon dit à Pédia qu'il est là concernant la faille temporelle car il peut la supprimer. La faille temporelle est une fissure connectée à un sous-espace inconnu, qui se génère dans les endroits où la magie est fortement utilisée, et elle crée des anomalies qui causent des dégâts massifs. Dès que Alon a exposé son affaire, Pétia a scanné sa capacité avec ses yeux d'observation, et elle a été déçue par ce qu'elle a vu. Elle dit immédiatement à Alon de partir, ce qui le choque. Alon essaie d'argumenter, mais Pédia s'enflamme de colère, disant qu'un tas de gens sont venus lui dire la même chose. Alon refuse de reculer, disant à Pédia de simplement le guider jusqu'à l'endroit où se trouve la faille. Pédia reste sur la défensive, et elle suppose que Alon cherche un grand coup pour redorer sa réputation déjà ternie. Pédia se met encore plus en colère, et elle déchaîne une pression de mana qui la rend encore plus effrayante qu'avant. Alon se recroqueville de peur, mais il se souvient qu'il est désespéré et ne peut pas abandonner. Alon s'avance en disant à Pédia qu'il cédera toute sa fortune s'il ne parvient pas à supprimer la faille temporelle. Pédia pense que Alon débite toujours des conneries, et Alon lui dit qu'il est prêt à prêter un serment de mana si c'est ce qu'elle veut. Alon souligne que ce n'est pas une mauvaise affaire pour un tout petit moment de son temps, et après y avoir réfléchi, elle accepte. Pédia emmène alors Alon dans la pièce où se trouve la faille, et elle lui rappelle que toute sa fortune lui appartiendra s'il ne parvient pas à la supprimer. Alon sourit, assurant à Pédia que cela n'arrivera jamais. Au fond,
Pédia se demande si Alon est simplement stupide ou courageux, mais elle est convaincue qu'il est stupide. En ce qui concerne les failles temporelles, il n'y a généralement aucune raison de les fermer avant, car elles crachent des artefacts et disparaissent naturellement après 3 mois. À cause de cela, la recherche sur les failles temporelles s'est arrêtée, et aucun mage nain n'a jamais fermé une manuellement. Mais la tour de magie bleue est aux prises avec la faille temporelle dans leur bâtiment depuis plus de 2 ans. Maintenant debout devant la faille temporelle, Elan prend un moment pour la regarder, et Padilla se moque de lui, suggérant qu'il parte puisqu'il ne peut rien y faire. Juste à ce moment, Padilla remarque que Elan tient sa main, ce qui est une méthode consistant à utiliser sa main comme médium. Padilla se souvient que les anciens tomes de magie mentionnent cela, et que ce n'est qu'une légende. Padilla croit que Elon ne fait que s'amuser, et elle se moque de lui disant d'arrêter de jouer. Soudain, tout devient vide, et Padilla réalise que tout s'est arrêté de bouger. Elle active immédiatement son œil d'observation, et c'est à ce moment qu'elle voit la fissure rouge géante en présence d'Elan. Et étant la mage talentueuse qu'elle est, elle peut sentir la puissance écrasante devant elle. Avant qu'elle ne s'en rende compte, elle se retrouve sous l'influence de la puissance supérieure qui la fixe dans les yeux. L'être écrasant se rapproche d'elle et lui fait connaître sa demande. Et tandis que la sueur coule sur son visage, elle accepte les dites demandes. Au moment où tout s'éclaircit, la faille s'est refermée, et Elan se tient à distance, nonchalamment, comme il le fait toujours. Dans sa main se trouve également la relique pour laquelle il est venu, et il est satisfait que tout se soit déroulé sans accroc et facilement. Il se tourne vers Pédia pour lui dire qu'il va prendre la relique. Et au lieu de son habituelle méchanceté, Pédia semble totalement docile. Elle dit à Elan qu'il est libre de faire ce qu'il veut, et elle promet de n'en parler à personne. Elan est confus, et il suppose que son bluff n'a pas fonctionné sur la fille. Alon se dirige alors vers elle, mais elle recule rapidement tout en assurant à Alon qu'elle peut garder un secret. Alon est surpris de voir la dame agir si étrangement, mais il l'ignore et dit à Yébin qu'il est temps de partir. Soudain, Padilla l'arrête, lui disant qu'elle a une potion de récupération de mana pour lui, et qu'elle l'a faite personnellement. Alana est époustouflée par le fait de recevoir une potion fabriquée par la vice-maîtresse de la tour elle-même. Alana est encore en train d'examiner la potion quand Pédia s'approche pour lui demander s'il l'aime. Cela rend Alan encore plus confus car il ne veut pas croire que Pédia fait tout cela parce qu'elle est reconnaissante qu'il ait aidé à fermer la porte. Padilla continue d'agir bizarrement en disant à Alon qu'elle s'assurera de suivre la demande que Alon a faite. En fait, elle est prête à prêter un serment de mana si cela peut convaincre Alon. Avant que Elan puisse attirer son attention sur le fait qu'elle se méprend, Padilla a activé le processus de serment. Et sous serment, elle jure de tout garder pour elle. Avec cela, Elan a conclu son affaire à la tour de magie bleue, et il a acquis la relique qu'il voulait avec 5 bouteilles de potion et un serment. Alors qu'il s'éloigne de la tour à cheval, Yéban fixe la relique, qui n'est rien de plus qu'un bracelet, et il demande à Elan si c'est tout ce pourquoi il est venu. Même si cela ne semble pas grand-chose, Elan assure à Yéban qu'il a vraiment besoin du bracelet. Il est connu comme le sceau de l'impie, et il a une gemme incrustée qui peut absorber et stocker le mana de l'atmosphère. Alon est heureux que l'appareil fonctionne parfaitement. Et même si l'espace de stockage n'est pas énorme, c'est plus que suffisant pour compenser sa faible réserve de mana. Alon pense que c'est suffisant pour lui puisque son but est la recherche magique et l'autopréservation, pas le combat. Soudain, il réalise que la façon dont Padilla a agi envers lui avant qu'il ne quitte la tour est assez étrange. Le niveau de respect qu'elle lui a accordé à un moment donné a laissé Alon se demander si Padilla se moquait de lui. Alon se souvient que c'était exactement comme ça quand Kalia l'a vu la dernière fois. Cependant, il ne pense pas avoir de quoi s'inquiéter puisqu'il croit qu'il ne reverra aucun d'entre eux. Pendant ce temps, à Altea, Loria reçoit Kalia. Les deux échangent des politesses sans aucun signe d'animosité entre elles, tout cela grâce à l'influence d'Alon. Kalia est heureuse d'avoir suivi le conseil d'Alon et d'être venue voir Loria. C'est au cours de leur conversation qu'elles ont toutes deux réalisé que Alon avait une grande longueur d'avance sur elle. Néanmoins, c'était fondamentalement une alliance qui s'est formée grâce à l'ordre des Élans. Les deux n'avaient d'autre choix que de collaborer, étant toutes deux sous les ordres des Élans, et une lutte de pouvoir serait finalement inutile. Loria demande alors à Kalia pourquoi elle est venue lui rendre visite alors que leur conférence prévue est le mois suivant. Kalia révèle alors que Alon a envoyé une lettre concernant sa dernière visite. Kalia montre la lettre à Loria, et dans celle-ci, Alon parle de la dernière visite de Kalia au manoir et de la façon dont les choses se sont déroulées. Il ajoute que quelques autres nobles se sont également plaints à lui à ce sujet. Et à en juger par la lettre, elle semble être une simple lettre d'excuse, mais les jeunes femmes croient qu'elle contient un message caché. Puisqu'elles sont parvenues à cette conclusion, les deux pensent qu'il serait préférable d'en discuter. Les deux ne perdent pas de temps à analyser les nobles du royaume et la faction à laquelle ils appartiennent. Après y avoir longuement réfléchi, les deux arrivent à la même conclusion, Alan n'aime aucun des nobles et leurs factions inutiles. Avec cela à l'esprit, elle suppose que Alan veut tuer tous les nobles. Les deux dames croient que Alan veut débarrasser le royaume des nobles existants et créer un nouveau régime. Les deux analysent tout à l'excès et arrivent à la même conclusion que Elan veut être tout en haut de la hiérarchie. Comme elles sont impatientes de l'aider, elles commencent à discuter de leur plan. Pendant ce temps, à la tour de magie bleue, le maître de la tour est arrivé,
et il exige de connaître tous les détails entourant la visite d'Alon. Au même moment, Alon ne s'inquiète que de rentrer rapidement chez lui pour recevoir la lettre mensuelle de Yutia. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.